Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous retrouvons un an quasiment jour pour jour Pierre Roffas. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et pour l'interroger ce soir, nous partons à Lunel, retrouver Delphine Cambet de la librairie AB à Lunel. Bonsoir Delphine. Bonsoir Nathalie, bonsoir Pierre. Alors, je le disais, l'année dernière, nous avons reçu Pierre Roffas pour son roman Le Cerbère Blanc. C'était le 16 juin, là nous sommes le 15 juin, donc un an jour pour jour, c'est un peu un anniversaire. Sauf que là, on part sur un livre complètement différent qui s'appelle Les Embrouillamini et qui est sorti aux éditions Aux Forges de Vulcain. Mais je vais laisser Delphine opérer. Je vous souhaite tous les deux une bonne rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci, bonsoir Pierre. Je suis ravie de t'interroger, d'essayer de débrouiller ce soir ces embrouillamini. C'est une lourde charge, mais j'espère que je vais arriver à la relever. Je te suis depuis le début, depuis 2015, depuis ta fractale des raviolis et son amorce qui était restée pour moi une des meilleurs débuts de roman depuis très longtemps. Et tu en es donc à ton 6e roman. Tu as plusieurs vies, comme ton héros Lorenzo. Tu es ingénieur dans une vie, écrivain dans une autre, une 3e vie privée aussi, mais on n'en parlera pas ce soir. Tu en es donc à ton 6e roman, La fractale des raviolis chez Alma, qui a été suivi par 4 autres textes publiés chez Alma, un bref passage chez Stock avec Le Cerbère Blanc et une entrée au catalogue de David Mulmans aux Forges de Vulcain. Donc, moi, on va beaucoup parler ce soir de choix, de hasard, de chance, de malchance aussi. Et quand j'ai appris ton arrivée au catalogue chez David Mulman, ça ne m'a pas du tout étonnée. Je n'ai pas du tout vu ça comme un hasard, connaissant David et son amour pour les structures de texte un peu tarabiscotées avec Souviens-toi des monstres, ou alors les histoires assez poétiques et de Gilles Marchand. Donc, j'aimerais en quelques mots, pour commencer cette rencontre, que tu nous racontes quelle est ton histoire avec ton éditeur. Oui, alors, à vrai dire, je ne me souviens plus la première fois que j'ai rencontré David, mais c'était il y a un certain temps. On a forcément sympathisé parce que, comme tu l'as dit, on a une culture un peu commune, même si lui vient du domaine de la philosophie, moi je viens plutôt du domaine des sciences. On accroche un peu sur tout ce qui est cette culture un peu geek, mais au sens science-fiction et imaginaire du terme, en fait. Il faut rappeler que c'est lui qui a republié Luc Reinhardt et L'Homme D, qui est aussi un livre très inspirant quand on va parler de hasard, de destin, de jeu, en fait. Effectivement, l'an dernier, tu as reparlé du Cerbère Blanc le 16 juin. Ça a été une année compliquée pour tout le monde, hein, pour les libraires, mais aussi pour les auteurs qui ont publié juste avant le confinement. C'était mon cas. Et en fait, j'avais un peu envie de tourner la page, non pas que je ne suis pas fier du Cerbère, je trouve que c'est un super livre, mais c'était une expérience assez difficile de ne pas aller dans les librairies, d'aller à la rencontre des lecteurs, des lectrices, et c'était compliqué. Donc j'en ai parlé à David, le livre Les Embrouillamini était déjà très bien avancé l'été dernier, et j'ai rencontré David, alors je ne sais plus à quelle occasion, et je lui ai parlé de ce texte, et bien entendu, il a été enthousiaste, et c'était un peu pour moi la façon de tourner la page de cet épisode un peu compliqué du confinement, où tout le monde était chez soi, où on était un peu renfermé, en me disant, il faut vite que je sorte un nouveau livre pour repartir, et en fait, c'est assez symbolique, puisque j'ai publié Le Cerbère Blanc une semaine avant le confinement, et là, les Embrouillamini sont sortis pratiquement une semaine à la rouverture, en fait, du monde extérieur, et pour moi, ça a été une sorte de parenthèse, en fait. Et ma rencontre avec David, quand on a parlé de ce projet-là, bien entendu qu'il était enthousiaste parce que ça faisait écho chez lui à tout ce qu'il aime. Alors, il y a effectivement de la philosophie, hein, des questions, en fait, sommes-nous maîtres de notre destin? Avons-nous vraiment le choix? Qu'est-ce qu'on choisit vraiment dans notre vie? Donc, c'est des questions qui lui parlent. Et puis, il y avait cette dimension jeu qu'il aime aussi beaucoup, donc le livre dont vous êtes le héros, on en parlera peut-être. Ça faisait résonance à l'Ondé, donc voilà. Donc il y avait plein de facteurs communs qui ont fait qu'on s'est dit banco mutuellement et on est parti vers cette aventure. Alors, pour revenir sur... Moi, je trouve que ces embrouillamini
se cale parfaitement avec l'ensemble de tes autres romans. Tu m'as renvoyé il y a quelques jours vers un article sur ton blog sur les runes de structure, car chaque livre a une structure particulière. La fractale des raviolis, une espèce de structure en entonnoir, la variante chilienne, une arête de poisson. Et du coup, pour m'amuser, parce que moi aussi, j'aime bien jouer, j'ai fait ma propre rune de structure pour cette rencontre. Alors, la mienne est une cible. Donc, je vais essayer de te mener à l'endroit où je veux. Et j'ai trouvé cela à la fois déjà très rassurant et aussi très amusant. Alors, est-ce que toi, quand tu construis ces structures de romans, ça te rassure, mais aussi ça t'amuse énormément? Oui, 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 tout à fait. Alors ça me rassure. euh, c'est pas forcément pour se rassurer que j'essaye des structures différentes, c'est vraiment pour m'amuser. Je considère qu'une histoire, il y a plusieurs dimensions, hein. Enfin, tous les auteurs vous le diront. Il y a effectivement l'histoire que l'on raconte, il y a la façon dont on le dit, donc il y a le style, il y a la langue, mais il y a aussi la structure narrative, c'est-à-dire comment on amène une histoire. Et quand on écrit un polar, quand on écrit de la littérature blanche, quand on écrit un roman d'amour, quand on écrit n'importe quelle histoire, en fait, moi je réfléchis à comment on fait cette histoire-là. En fait, si on regarde bien, si on compare le cinéma, domaine que je connais très peu, enfin les métiers du cinéma et le monde des écrivains, l'écrivain, quand il écrit un livre, il va être à la fois le scénariste, le dialoguiste, le directeur du casting. Il va être aussi à la fois la photo, c'est-à-dire avec l'ambiance, il va pouvoir mettre avec le texte, en fait, il va reproduire la prise de son, l'image, en fait, ce qu'on appelle la photo. Il va être aussi surtout très important le monteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire, bah, tiens, cette scène-là, je fais un flashback, je la mets avant, etc. Donc par rapport au monde du cinéma qui est assez cloisonné, enfin de l'impression que j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, mais l'auteur a vraiment toutes les cartes en main pour faire tous les métiers qu'on peut retrouver dans le cinéma. Donc réalisateur, producteur, scénariste, monteur, etc. Et ça c'est génial. Donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'écriture, sur la langue, il ne faut pas se concentrer uniquement sur les dialogues ou sur les scénaristes. On a cette fabuleuse opportunité de faire le travail de monteur, c'est-à-dire de vraiment monter le film comme on l'imagine, et on peut penser à des films de Christopher Nolan où l'ordre du temps est inversé, etc. Et donc ça rajoute en fait une technique de plus en fait. Et moi, je trouve que c'est très amusant quand je commence un nouveau projet de me dire, ok, j'ai la nouvelle histoire, j'ai les personnages, mais aussi comment je vais la raconter, dans quelle structure je vais la faire. Voilà. Et après, tu as raison, hein, c'est rassurant. C'est-à-dire quand on a une structure, c'est une sorte de fil rouge et ça évite l'angoisse de la page blanche tous les matins quand on se dit mince, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, quand on suit notre structure. Alors, pour revenir donc aux embrouillamini, c'est la structure, voilà, elle est assez complexe. Elle a dû te prendre, on va en parler, pas mal de temps pour agencer tout ça. On nous l'a présenté. Moi, j'ai entendu aussi des commentaires sur le livre, comme quoi c'était un livre-jeu, voire un livre dont on est le héros, chose à laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà parce que les livres dont on est le héros, ce n'était pas forcément ce que je lisais quand j'étais plus jeune. Et puis parce qu'il y a bien un héros identifié, qui est Lorenzo, et qui va avoir plusieurs vies, plusieurs destinées. Mais ce qui est nouveau dans cette structure, c'est que tu invites le lecteur à décider ce qui va arriver par la suite selon un certain nombre de propositions et de chemins que tu vas nous soumettre. Et d'où t'est venue l'idée d'impliquer ton lecteur dans un livre? Parce que c'était jamais arrivé dans les précédents. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui remonte d'assez loin. On s'aperçoit qu'un livre n'est jamais parfait. Alors il y a deux choses. Un livre n'est jamais parfait, c'est-à-dire il n'est jamais universel au sens où les lecteurs vont aimer, tous les lecteurs vont aimer le même livre, c'est assez rare. Et souvent, j'ai eu des réflexions sur la fin de mes romans, hein. Pour ceux qui connaissent, La baleine thébaïde, c'est assez sombre, La fractale des raviolis aussi. Et il y a des lecteurs qui m'ont dit, écoute, la fin est géniale, puis d'autres qui m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tué Bip? On ne dit pas. Et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de fin universelle. Et c'est dommage parce que je me disais, donc c'est le deuxième volet, moi j'ai imaginé des tas de fins possibles. Quand j'écris quelque chose, effectivement, on ne sait pas quoi écrire, enfin, ce n'est pas une histoire évidente. Donc on peut imaginer qu'à la fin, bah, ça se passe bien, ça se passe mal, c'est une situation
version ouverte. Enfin, en tant qu'écrivain, j'imagine plusieurs options. Et de toutes ces options possibles, j'en rédige une, deux. L'éditeur ou l'éditrice me dit en général: «Ouais, c'est pas mal, il faudrait peut-être la changer» et cetera. Donc j'en retravaille une troisième. Et puis finalement, il y en a qu'une seule qui est publiée. Donc de toutes ces variantes-là d'histoire, toutes ces variations, en fait, sur un même thème, finalement, il n'y en a qu'une qui va se retrouver dans les mains du lecteur. Et c'est assez dommage parce que les autres n'ont pas démérité. Tu sais, c'est dommage de se dire: putain, j'aurais pu raconter 5 variations sur le même thème, un peu comme en musique, j'imagine. Et en fait, il n'y en a qu'une seule qui se retrouve en librairie. Et donc, j'ai réfléchi pendant longtemps à cette façon de dire comment faire pour raconter plusieurs fois la même histoire, mais avec des variations. Alors, publier 5 tomes de la même histoire ou 5 romans, ça ne marcherait pas du point de vue économique. Faire toutes les variations possibles, ça ferait des bouquins de 3000 pages, ça ne marcherait pas non plus. J'avais pensé bien sûr au livre dont vous êtes le héros, mais le problème du livre dont vous êtes le héros, c'est c'est des tout petits chapitres, hein. C'est très centré sur l'action et en fait, il n'y a pas de mémoire et ça, c'était vraiment le vrai problème de cette structure-là. Comment garder la mémoire des épreuves passées ou des actions passées? Dans le livre dont vous êtes le héros, l'exemple le plus frappant, c'est que si à l'étape, au début du livre, au chapitre 13, on tue quelqu'un, on s'en souvient pas au chapitre 57 parce qu'en fait, le chapitre 57, on peut venir de plein de chemins différents, premièrement, et puis on peut pas se souvenir de tout. Donc il n'y a pas de persistance ou de cohérence psychologique, hein. Et il n'y a pas de continuité psychologique du héros. Et ça marche peut-être bien dans un livre dont vous êtes le héros parce que c'est très centré sur l'action et le jeu, mais dans un roman, c'est pas possible. Si le héros ou l'héroïne du roman tue quelqu'un au début du roman, ça va la traumatiser et elle va s'en souvenir tout le long du livre. Donc ma principale difficulté, une fois que j'ai eu cette idée-là de dire: «Bah, tiens, je vais faire un livre avec plusieurs entrées, plusieurs développements intermédiaires et plusieurs fins», c'est oui, mais comment je m'en sors pour maintenir cette continuité et me souvenir à chaque fois de là où je viens ou du moins que le lecteur ait l'impression que l'on s'en souvient. Par exemple, j'utilise des astuces, très bêtes, hein, mais dans l'enfance, enfin dans l'adolescence, il a 2 petites copines avec des prénoms différents. Hop, je les appelle tous les 2 ma princesse, enfin très rapidement, il appelle ma princesse. Comme ça, dans un chapitre où les 2 histoires se rejoignent, je peux faire référence à ma princesse, sans me souvenir de si elle s'appelait A ou B, en fait, hein. Voilà, voilà. Et moi, je me suis posé plein de questions une fois que j'ai eu passé ma première lecture, ma première version du livre. J'ai essayé, comme toute curieuse, d'essayer de débrouiller tout ça. Comment tu t'es organisée? Parce que je sais que pour la fractale, tu travaillais un peu sur des post-it où tu écrivais tes petites histoires, mais là, ça semble vertigineux. Quand on a passé cette première lecture où on tâtonne, ensuite, tous les possibles sont ouverts, je trouve. Et comment as-tu travaillé sur ce texte, justement, physiquement? C'est-à-dire, comment tu t'es Ouais. organisé dans l'espace pour travailler? Ça me fait poser question. Ouais, alors c'était pas simple et même moi, j'ai eu vraiment du mal à m'y retrouver et notamment, parmi tous les chemins possibles, certains même dans des versions, pratiquement finales, n'était pas cohérent, hein. C'est-à-dire qu'il faisait mention d'une personne qui n'avait jamais existé en prenant tel chemin, donc c'était compliqué. Donc c'est simple, là, quand je commence un nouveau roman, j'ai un grand, dans mon bureau, j'ai sur le mur, je mets un grand, du papier, en fait, au mur et là, je colle des post-it et là, dans ce chapitre-là, c'était assez simple. J'ai posé, un post-it par chapitre, alors de couleurs différentes, suivant s'il y avait des décisions ou pas. Et puis je les ai reliés avec des traits, un peu comme les psychopathes là qu'on voit sur les murs dans les enquêtes en disant: «Lui, il fait ci, il fait ça». C'était compliqué parce qu'il fallait sans arrêt les repositionner et là, le cœur de la méthode, ça a été d'y aller vraiment, au début, il y a 2 branches très simples. Je vais au Mexique où je reste dans la vallée de Chantebrille et puis au fur et à mesure, il y a des ramifications et puis au fur et à mesure, je mets des liens entre les 2 branches. C'est-à-dire je peux passer du Mexique en France et vice versa. Et ça se fait forcément de façon, itérative, par versions successives, parce que d'avoir la vision d'ensemble du premier coup, c'était clairement impossible. Ouais. Donc, d'y aller du plus simple au plus complexe et ensuite faire beaucoup d'itérations, beaucoup de relectures, s'apercevoir des incohérences, les corriger et voilà.
Combien de temps pour tout ça? L'écriture d'un tel roman, ça peut Ah, prendre ça a combien? Ça mis t'a pris combien de vraiment. temps? Alors, l'idée, ça datait de 3 ans à peu près, Ouais. mais l'écriture en tant que telle, j'ai bien mis 2 ans, ce qui est un peu plus long quand même que les autres romans que j'ai écrits, parce qu'il y a eu vraiment pas mal d'allers-retours, de moments où j'étais bloqué. Par exemple, ceux qui l'ont lu verront que de temps en temps, le héros se retrouve en prison. Initialement, j'avais une idée vraiment ambitieuse de dire, ben, la prison, il y va une fois et toutes les histoires qui finissent en prison finissent dans la même prison. Mhm. Mais en fait, ça fonctionnait pas parce que quand on est en prison pour un vol ou pour un meurtre, c'est quand même pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes sentences, c'est pas les mêmes états d'esprit. Donc voilà, j'ai vraiment fonctionné par essai, relecture, re-essai parce que ça fonctionnait pas. Très compliqué. Alors, ces choix tout à l'heure, tu l'as dit, ils peuvent être cruciaux dans le destin de Lorenzo, c'est-à-dire partir au Mexique ou rester dans sa vallée de Chantebrie. On parlera tout à l'heure de la vallée de Chantebrie également. Ou alors des choix qui peuvent être la météo, comme quoi matin il fait beau, il se passe ça, et un choix aussi de confiture qu'on va avoir au petit déjeuner le matin. D'où as-tu eu l'idée de comment un destin peut-il se jouer sur un parfum de confiture? On mange de la figue ou on mange de la fraise, on n'aura pas la même destinée. Cette idée, je l'ai trouvée. J'ai retrouvé ton humour là-dedans Ouais. et en même temps, je me suis dit comment on peut jouer tout ça sur un parfum de confiture. Bah, c'est pas, alors pour régler la question de la confiture, en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à une, série, un épisode, qui s'appelle Bandersnatch, qui est un feuilleton télévisé interactif, donc une histoire non linéaire. Et à un moment donné, effectivement, il y a, un choix où la personne doit choisir entre 2 marques de céréales et c'est un choix qui sert strictement à rien. Et là, la confiture, c'était aussi une allusion à Bimus Piratam, je ne sais pas si tu as vu, où, je dis de toute façon, la confiture de figue n'a jamais tué quelqu'un. Bon, une allusion, un truc. Donc tu as cru comprendre, enfin tu as vu sans doute remarquer que mon livre était aussi farci d'allusions à mes romans Exactement. précédents. Donc la confiture, l'épisode de la confiture était une double référence à Bandersnatch et à Bimus Piratam. Voilà, alors après, pour répondre à ta question, quand on réfléchit à qu'est-ce qui influence nos vies et oui, quelles sont les influences, en fait, il y a nos propres décisions, mais il y a des tas d'autres choses. Il y a effectivement les rencontres que l'on fait, on n'a pas forcément décidé de rencontrer telle personne ce jour-là. Il y a les événements extérieurs, qui peuvent être la météo, qui peuvent être un accident. Et en fait, il y a des tas de choses qui peuvent influencer nos vies, et ce n'est pas uniquement nos décisions. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter là. J'ai listé toutes les choses qui pouvaient jouer sur notre destin, entre guillemets, j'ai essayé de les placer les unes les autres. Alors effectivement, c'est un nouveau voisin, c'est un accident, c'est la météo qui change, c'est des tas de choses, mais qui peut arriver dans la vie de tous les jours, hein, et qui fait que nos vies s'orientent et prennent des chemins de traverse sans que l'on soit particulièrement conscient qu'il y a eu un point de décision ce matin-là, quoi. C'est ça qui est terrible. Après avoir lu ton livre, on fait quand même beaucoup, on fait très attention à ces petits signes. Moi, je suis Ouais. depuis quelques semaines très vigilante à ces petits signes. Donc, le lecteur a une certaine liberté de choisir, de prendre un chemin ou l'autre, mais tu as quand même mis des chapitres qui permettent de garder, de priver un petit peu ce lecteur de liberté. Il y a des chapitres qui ramènent le lecteur un peu trop curieux, un peu trop rapide ou qui veut tester certains. Et ces chapitres-là où toi, auteur, redirige ton lecteur vers le bon chemin, tu les as mis à quel moment de l'élaboration du roman voilà, ces petites barrières là pour qu'on évite de sortir de l'histoire et de se perdre un peu trop. Alors, soit ça correspond à je pense à des choix qui étaient impossibles. C'est-à-dire, il y a des moments où, enfin, où dans le contexte, en fait, on peut donner l'illusion au lecteur d'un choix, mais dans le contexte en particulier, une alternative n'était pas possible. Enfin, un des choix n'était pas possible. Et là, je dis au lecteur clairement, non, en fait, tu as essayé, mais c'est pas possible. L'autre personne te convainc que c'était pas la bonne solution. Ou alors, dans un des chapitres assez amusants, je dis, écoutez, je veux bien que le héros, que Lorenzo ne fasse rien, mais dans ce cas-là, j'ai rien à raconter. Donc, il faut que vous reveniez sur votre Retourner en situation, arrière. quoi. Ouais, voilà, on revient en arrière. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'aurais rien d'extraordinaire à raconter, donc s'il vous plaît, revenez en arrière. Voilà, mais c'est juste pour recentrer, pour donner l'illusion du choix dans certains cas. Ou dans certains cas aussi,
notamment quand un des passages, Lorenzo doit décider quelque chose par rapport à sa copine. Il se tâte, il hésite, mais dans les deux cas, en fait, il choisit le choix de sa copine parce que bon, c'est sa copine, quoi. Donc en fait, il a l'illusion du choix, mais dans les deux cas, il fait ce qu'elle lui a demandé. Ça, ouais, exactement, Ouais, donc exactement. ça, c'est assez marrant. Mais ça correspond, je pense, aussi à la réflexion. Quand on prend une décision, il y a toujours une phase de réflexion où on réfléchit à toutes les hypothèses, enfin toutes les possibilités, et puis au final, on prend toujours la même décision, quoi. Mhm. Parce Et il qu'on y a a un, pesé le pour et le contre, et on s'aperçoit que voilà, quoi. on revient toujours au même Mm, endroit finalement. mm. Et il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert hier, parce que j'ai pas découvert tous tes personnages encore. Je ne suis qu'à la deuxième lecture des Ouais, ouais. Ambroyamini. Et il y a ce fameux chapitre 21 que tu appelles très joliment la salle sans porte dans le plan labyrinthique de ce roman Ouais. château. Donc, c'est le. Parce que je me suis longtemps posé la question, tu as plusieurs personnages dans tous tes romans, mais tu as un lieu qui est la vallée de Chantebris. Et ce chapitre-là est un double clin d'œil à ta vallée fétiche, cette vallée fictionnelle, et aussi au monde du livre et à certaines de tes amies auteurs. J'ai cru reconnaître les initiales AK à qui était destiné le courrier reçu par ton éditeur. Et je trouve que ce chapitre-là est à part. Et j'y suis tombée complètement par hasard, parce qu'à un moment donné, Alors, on c'est a ce qu'on envie de appelle, savoir. enfin, ce que j'appelle des chapitres îlots, c'est-à-dire des Ouais. chapitres qui ne font pas partie de la narration. Et si tu es tombé sur ce chapitre-là, c'est que tu n'as pas suivi les consignes de ton Exactement. cher auteur qui te Non, disait non, de non, suivre. non. Là, ouais. Donc, il y en a 6 ou 7 de chapitres comme ça, donc tu pourras t'amuser à les trouver. C'est des chapitres en fait où je prends un peu de recul, je sors justement du roman et de cette mise en abîme pour me mettre moi-même dans l'histoire d'une autre forme. Donc, c'est assez marrant. C'est souvent, alors soit une explication de texte sur qu'est-ce qu'on vient de lire et sur la problématique des décisions, en fait, hein. Donc, je me pose des questions existentielles sur finalement quels sont les choix dans la vie. Soit j'explique un peu la théorie qui est sous-jacente à ce roman, soit effectivement je digresse sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme par exemple la vallée de Chantebris et le fait qu'on pourrait la louer pour d'autres écrivains et pour que ça soit une terre d'accueil pour d'autres histoires. Ouais. Et tu installes dans ce livre et puis dans tous les autres aussi une certaine. On sent que tu es très ami avec ton lecteur. Tu en parlais tout à l'heure, il y a une certaine connivence et c'est ce qui est très touchant. On embarque forcément dans ce projet parce que on va avoir toujours l'impression que tu nous tapes sur l'épaule en nous rappelant un livre précédent. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as caché plein de petits morceaux des ratopes, des cailloux, un florin, un prénom, plein de petites allusions qui fait que tu crées une véritable connivence avec ton lecteur. Et c'est ce qui est super et ce qui permet aussi d'ouvrir une autre discussion, autre que celle de quelle a été votre impression de lecture, etc. C'est que tu peux être face à deux lecteurs complètement différents qui vont ne pas avoir lu la même chose aussi. C'est ce qui Euh, fait aussi la Oui, alors particularité de ce livre. tu verras dans un des îlots, je m'amuse en fait cette situation où dans tu sais, les clubs de lecture, comme tu connais très bien, où chacun vient avec son petit gâteau, sa petite quiche, etc., pour discuter des livres, où en fait, ça me fait marrer d'imaginer que deux lecteurs, deux lectrices vont venir, il y en a un qui va dire, ah, c'est une belle histoire d'amour avec Marie, puis l'autre qui va dire, mais Marie, non, il n'y a pas de Marie dans ce livre, c'est Flore, c'est au Mexique, et c'est pas une super histoire d'amour quand même. Et là, ils vont pas se comprendre, il va y avoir des quiproquos parce que chacun vont avoir lu avec un angle de lecture différent. Il faut l'avoir lu au moins 5-6 fois pour avoir un bon aperçu déjà des histoires principales. Mhm. Après, il y a encore plus de variations et plus de chemins possibles puisqu'on peut sauter d'une branche à l'autre. Et forcément, chaque lecteur, du moins dans les premières lectures, vont avoir des expériences de lecture différentes. Et ça, c'est très chouette pour échanger et pour discuter parce qu'il va y avoir justement, comme tu dis, des angles de vue différents, des expériences différentes, et ils vont se raconter des points qui vont être différents, voire même des compréhensions différentes du livre. Et ça, c'est assez jouissif d'imaginer ça, parce que ça veut dire qu'on pourra relire le livre plusieurs fois et à chaque fois découvrir une façon différente de le lire. C'est ce qui est génial, c'est ce qui est génial. Lors de ton passage dans la grande librairie, François Bunel a fait allusion au jeu vidéo Dune, et moi j'avais lu une version que je me suis dit, tiens, j'ai repris le livre, je dis, je n'ai pas pris ce chemin. Donc c'est ce Alors qui ça, est génial. c'est un point qui m'a quand même pas mal inspiré. Et, le, le- le- le-
en fait, de réussir à faire ce qu'on fait dans un jeu vidéo. C'est-à-dire dans un jeu vidéo, donc on incarne un héros, un personnage, on a la même aventure, c'est-à-dire les mêmes personnages, les mêmes décors, le même objectif en fait, mais à chaque fois qu'on joue, le comportement des adversaires est différent, il se passe des choses inattendues et on peut jouer 10 fois au même jeu, enfin faire la même partie, ça sera jamais la même partie en fait. Et ça, je trouve ça super chouette. Enfin, niveau intérêt du jeu, ça maintient l'intérêt et les attentes. Et je voulais essayer de reproduire ça, alors avec les limites du livre. Le problème du livre par rapport au jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, en face, il y a une intelligence et le logiciel peut s'adapter en fait aux réactions du joueur ou aux décisions du joueur. Malheureusement, dans le livre, c'est déjà pré-câblé, c'est-à-dire je dois anticiper ce que le lecteur va choisir et donc la combinatoire est moins importante. Mais c'est un peu l'idée en fait, c'est de dire je rouvre au hasard le livre, je feuillette 5 chapitres, et à chaque fois, ça va être les mêmes personnages, le même décor, la même finalité, mais Lorenzo, le pauvre, va être ballotté à droite et à gauche au gré de nos choix et de notre humeur aussi, hein, si on a envie d'être Exactement. plutôt... Alors, à chaque fois, pour chacun de tes livres, ça, les auditeurs le découvriront, il y a un petit objet totem qui était le ratop pour la fractale des raviolis, le caillou dans la variante chilienne, la petite baleine thébaïde. Là, qu'est-ce que tu pourrais, mais ça c'est une question, voilà, c'est ma curiosité aussi, quel est là ton objet? Il y a tellement de possibilités. Quel va être là l'objet qui va lier tout le livre? Est-ce que tu y as pensé à ça ou Non, non, non. Enfin oui, non? j'y ai pensé, mais j'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. Il y avait éventuellement le papillon, parce que la théorie du chaos, les ailes du papillon, etc. Mais c'est un peu compliqué. Mais oui, éventuellement, s'il en faut un. Je ne me suis pas encore fait le T'as t-shirt de pas... mon livre. Voilà. D'habitude, je fais les t-shirts. Et là, justement, par manque d'idées, de symboles, je ne l'ai pas fait. Je me dis que les ailes de papillon, c'est un peu banal pour un t-shirt. Donc, Mm, mm. Alors, c'était un peu quand même, je t'avoue, difficile de trouver des passages. J'ai utilisé un nombre de marque-pages, je ne les ai pas comptés, mais énormément pour arriver à trouver des petits passages à relever, à lire. J'ai lu deux versions du livre, mais il y a quand même deux passages qui m'ont marqué et dont j'avais envie de parler. La rencontre avec Claude, un personnage que j'ai trouvé, c'est à la fin de ma deuxième version, il le rencontre en prison. Et alors, je voulais quand même lire comme dans une vraie rencontre un tout petit passage parce qu'il y a certains moments, au bout d'une deuxième ou d'une troisième lecture, il y a des passages qui font flash et qui font qu'on comprend ton projet dans son intégralité. Donc là, l'histoire avec Claude m'a éclairé une partie de ma lanterne. C'est une phrase qui est à la page 326 où tu notes où on dit dans l'idéal, il faudrait toujours revivre deux fois ces journées, une première fois pour l'action, la seconde pour l'observation. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé lors de ces deux lectures. C'est-à-dire que la première lecture, j'étais figée, c'est-à-dire que j'en suis venue à jouer à pile ou face pour savoir parce que j'étais complètement bloquée en me disant mais si je prends la mauvaise décision, où il va m'emmener, ça m'a absolument stressée. Et dans la deuxième lecture, j'ai lâché prise et effectivement, il m'a fallu une phase d'observation et une phase pour lâcher et pour voir exactement tout ça. Donc j'ai trouvé que là, cette phrase-là, elle a été très juste. Est-ce que tu vois ton roman, les lectures de ton roman de cette façon-là? alors cette phrase, oui, enfin c'est pas de moi, c'est moi qui l'ai écrite, mais c'est une idée qui est dans l'air du temps, hein, de se dire il faut prendre le temps de passer plusieurs fois sur le même sujet pour bien l'apprécier, etc. Mais oui, c'est évident, il y a des tas de détails qui n'ont de sens qu'au bout de la deuxième ou troisième relecture. Tu vas trouver des personnages, par exemple, qui ont des rôles différents en fonction des relectures et en fonction des branches dans lesquelles tu es passé, ou même des détails. La première page, je crois, il dit nous habitions au numéro 10 de la rue et 10 est en italique. Et quand mon relecteur a fait son travail, il m'a dit 10 c'est en italique, c'est pas normal. Je te dis non, laisse-le en italique, tu Ouais, comprendras pourquoi. oui, oui, j'aimerais en parler après. Tu comprendras pourquoi. Oui. Donc, effectivement, je pense que le lecteur, dans certains cas, il se dit, tiens, pourquoi il y a ça? C'est une faute ou une incohérence, ou alors une allusion que je n'ai pas compris, parce que ça, c'est assez frustrant. Moi, en tant que lecteur, j'aime pas ça, hein. On sent bien qu'il y a un clin d'œil, mais on ne capte pas la private joke ou la référence, donc c'est toujours assez frustrant. Mais là, au bout de la deuxième ou troisième lecture, en général, on
retombe dessus et on se dit, c'est bon, j'ai compris. Et là, je pense que ça déclenche une satisfaction personnelle qui est assez intéressante parce qu'on se dit, c'est bon, je suis plus malin que l'auteur et je viens de comprendre ce qu'il a voulu dire en fait. Ça, Alors, je ne c'est sais assez pas cool. si j'aurais compris. Moi, j'ai mon interprétation du 10, mais j'ai peut-être des lectures. Il me manque quelques lectures pour comprendre vraiment, mais Ah ben, le 10, tu vas comprendre si tu lis d'autres chapitres en fait. d'autres chapitres. Oui, c'est pas une référence extérieure. Le 10 en italique, c'est vraiment parce que il y a deux moments où le 10 sont en italique et c'est lié à une fin que tu n'as pas encore lue. D'accord. Pour moi, le 10 était lié à la page 10, parce que ceux qui reviennent sans arrêt, ceux qui revenaient tout le temps, mais après, voilà, tu vois, autant de lecteurs, autant de possibilités de Ouais. lecture, parce que ce qui ne bouge pas dans le roman, à part la vallée de Chantebris, ce sont ses parents. Parce qu'une fois que tu as relu une première fois, une deuxième fois ce début du roman, tu te rends compte qu'en fait, tout était écrit à l'avance. Ses parents, ils lui ont raconté à chaque fois une histoire différente quand il leur demandait comment vous vous êtes rencontrés. Et moi, ma solution, je l'ai trouvée à la page 10. Donc, je me suis dit peut-être que ce 10, mais je vais continuer à lire pour voir Non, si non, je non, non. trouve autre chose. Quand Mais c'est moi, c'est ça qui est marrant, c'est que tu gamberges et le jour où tu vas tomber sur cette fin-là, tu vas te dire, mais bon eh sang, ben voilà. voilà, tout s'éclaire. Parce que la mère de Lorenzo dit quelque chose qui, quand il lui demande, mais pourquoi, mais racontez-moi vraiment Mm. comment vous vous êtes rencontrés. Elle lui répond, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Je suis née, j'ai rencontré ton père, on s'est mariés, tu es né, tu vas vivre, tu vas mourir. Et elle résume la vie à quelque chose de très linéaire. Et lui s'insurge contre ça et dit, ben, ce qui fait le sel de la vie, c'est quand même toutes ces petites histoires. Donc moi, les clés de mes lectures, je les ai trouvées dans cette page 10 qui est juste là, en me disant, voilà, l'histoire de ce roman, c'est justement explorer toutes les possibilités qu'on ne pourra pas explorer dans une seule vie et se donner la chance de faire un reset, comme il fait à la fin du chapitre avec Claude, d'ailleurs, un same player, play again, et ce reset. Et tu nous offres cette chance de faire ce reset et justement de pimenter la vie du héros. Et moi, ce 10 correspondait justement à cette page 10, parce que là, j'avais Ouais. vraiment Alors, l'impression c'est une d'avoir tout saisi. phrase super importante et qui sous-tend une théorie qui n'est pas décrite dans le livre, qui est la théorie des attracteurs, qui est en fait le fait que, comment l'expliquer? C'est l'exemple que j'avais pris de l'avalanche, en fait. Quand il y a une avalanche, effectivement, l'avalanche peut démarrer un peu à droite, un peu à gauche d'une montagne, mais à la fin, la neige se trouve en bas de la piste, en fait. Et en fait, il y a des tas de mouvements aléatoires qui ont l'air d'être aléatoires, mais en fait, ils suivent une certaine logique. Ça s'appelle les attracteurs étranges. C'est une théorie d'un certain Lorentz, donc d'où le prénom Lorenzo. Et en fait, ce que dit la dame, la mère, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans une vie d'homme, une vie d'humain, hein, d'homme et de femme, en fait, il y a des attracteurs. C'est-à-dire que quand on est, on meurt, donc tout le monde va passer par la mort. Tout le monde va passer ou presque par une vie en couple, éventuellement par un désir de maternité, éventuellement par une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Donc ce sont des passages un peu pas obligés, mais où beaucoup de gens convergent. Et en fait, la mère, elle a raison quand elle résume la vie à un certain nombre de points de passage, en fait, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, tu as beau à l'enfance avoir plein de destins différents, à un moment donné, tu fais des études et tu as le bac, par exemple, pour 80% des gens. Ensuite, tu as beau faire des tas de trucs, à un moment donné, hop, tu vas vivre en couple. Donc, ce sont des points de passage obligés dans une vie. Donc, dit comme ça, c'est assez désespérant et c'est assez monotone. À nous, après, de mettre les chemins qui vont bien. Et cette structure-là, cette identification des points de passage, en fait, moi, je m'en suis servi pour justement réduire la complexité des combinaisons. Parce qu'à un moment donné, il fait des tas de choses et puis il fait une école d'ingénieur, une école de commerce, mais hop, à un moment donné, il est diplômé. Donc, pour moi, c'était l'astuce que j'ai trouvée pour limiter la combinatoire de toutes les histoires. Donc la page 10 est très importante, tu as raison. Ah, voilà. C'est pas pour ça que c'est en italique. Parce que quand on te connaît, au bout d'un moment, quand on a lu tes livres, du moins, on cherche les indices. Moi, après, je décortique tout ça et je dis, bon, ok, tu as fait une première lecture qui est neutre. Et ensuite, on cherche tous ces petits indices. Et finalement, c'est très exaltant de chercher tout ça.
Je te conseille de lire le chapitre 32 alors. Alors, je vais lire le chapitre 32. Très bien. Prends du temps. Réserve du temps. Je réserve du temps. Non, mais je Tu l'étais pour comprendras ça. pourquoi. Donc, très bien. J'essaie de ne pas y aller tout de suite après la rencontre. Les joueurs, Pierre, les joueurs. Delphine, est-ce que vous avez terminé votre entretien? Est-ce que je peux passer aux questions? Ou vous avez encore des Oui, questions? tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est sans fin de toute façon parce qu'il y a tellement Oui. de possibilités, donc on ne pourrait pas s'arrêter. Il faut reprendre la main là, au bout d'un moment. Non, Alors, il y a une vous question pouvez. toute simple. Ce titre, d'où vient-il et est-ce qu'il a vraiment une signification, les embrouillamini, Pierre? Ah, c'est la difficile question des titres. Alors, le titre est toujours, dans mon cas, souvent trouvé en dernier, Mm. parce que bon, c'est pas le principal pour moi. On a pas mal réfléchi avec David, donc mon éditeur. Il y avait plein de titres possibles là encore. Les embrouillamini, on a trouvé ça un peu au pif, sans doute en cherchant des synonymes sur le dictionnaire des synonymes sur combinaison, combinatoire, sac de nœuds, etc. On a trouvé ça très joli, les embrouillamini, un mot qui est assez mignon, qui est assez enfantin, mais qui dit bien ce que ça veut dire embrouillamini. On sent que déjà c'est un mot qui est compliqué, c'est-à-dire que sa forme résume bien son contenu, son fond, donc ça nous a bien plu. Et puis voilà, tout simplement. Les embrouillamini parce que on peut s'embrouiller Oui, rapidement. tout simplement. Alors, je vais prendre la question de Laurence. Est-ce que cet exercice que vous avez fait sur Lorenzo, vous l'avez essayé sur votre vie? Ah, difficile question. Alors, forcément, en écrivant un roman sur le destin, les choix, les décisions difficiles à prendre, forcément, on se pose des questions. Alors, je pense pas que ça va changer la façon dont je prends mes décisions demain. Par contre, effectivement, oui, c'est forcément une introspection pour réfléchir à qu'est-ce que dans ma vie, moi, dans les 47 dernières années, quelles ont été les décisions importantes que j'ai pu prendre et relativiser aussi le poids de ces importances-là, de ces décisions-là. Par exemple, finalement, ce que je disais jusqu'à 20 ans, est-ce que j'ai vraiment pris des décisions qui ont pu changer mes 20 premières années? Non. J'ai suivi le rail que mes parents m'avaient plus ou moins indiqué, que les études m'avaient indiqué, etc. Et effectivement, ça fait réfléchir quand on commence à se poser cette question-là qui est toute simple, hein. Quelle est vraiment la décision qui a changé votre vie ou qui aurait pu changer votre vie? Ben, c'est pas évident, hein. Ça se compte, je pense, sur les doigts d'une main dans une vie, Mhm. enfin, du moins dans ma vie. C'est pas parce que ce qui nous sous-tend, en fait, ce que je comprends, c'est que certes, à la sortie de mon école, à la sortie de mes études, j'aurais pu aller travailler aux États-Unis, partir à l'étranger, etc. Mais mon caractère reste le même. Et je pense pas que j'aurais eu une carrière ou une trajectoire vraiment différente, sachant que je serais resté moi-même et que je serais retourné vers la littérature, vers le jeu, des choses comme ça. Donc, c'est une question qui est pas simple. Donc, pour répondre de façon simple, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi et sur mon passé. Parce que c'est une thérapie, je sais pas. Alors justement, il y a Étienne qui rebondit en disant, est-ce que d'être informaticien, ça a facilité l'articulation de ce livre? Oh, je pense, oui, oui, je pense que les informaticiens sont des personnes qui sont habituées quand même à travailler sur ces structures complexes, itératives, en forme d'arbre, en fait, ce qu'on appelle des arbres de décision. Donc, c'est évident que ça m'a beaucoup aidé dans la façon de modeler, en fait, cette arborescence de choix et la façon de les parcourir. Donc, oui, enfin, je pense oui. Alors, on n'a pas besoin d'être informaticien pour le lire, loin de là, hein. Oui, oui, oui. Mais moi, certes, ça m'a aidé dans la construction. Du moins, ça a facilité. Quelqu'un d'autre aurait certainement pu y arriver, mais moi, en tant qu'informaticien, j'avais quand même quelques clés de construction, c'est évident. Et est-ce que d'être écrivain influence l'informaticien? L'inverse. C'est une question, c'est la première fois qu'on me la pose, oui. Je ne sais pas. Sans doute que ça change le regard de mes collègues, oui, certainement. On me pardonne moins des fautes sur mes PowerPoint ou dans les commentaires de logiciels, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas. Je ne pense pas que sur le travail en tant que tel, cela peut influencer, ouais. Il faut éviter dans ce métier-là de mettre trop de fantaisie ou d'innovation, de romanesque, on va dire, hein. Alors, c'est Caroline. Alors, Caroline, on dit que les personnages emportent les écrivains malgré eux. Qu'en a-t-il été pour ce livre-là? Parce que même en imaginant plusieurs vies pour le héros, il y a quand même des choix. Oui. Alors, est-ce qu'effectivement les héros emportent leur écrivain? Euh,
Oui et non, c'est-à-dire que dans un scénario comme ça où tous les chemins sont décrits à l'avance, le héros, mon héros, a le doigt sur la couture du pantalon et il fait ce que je lui dis. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, donc ça c'est le canevas de base au moment où je l'écris sur mon mur. Mais effectivement, au moment de rédiger, au moment d'écrire le texte, on s'aperçoit que dans le contexte, dans l'ambiance, dans l'émotion du moment, finalement, ce qu'on avait prévu, bah, ça colle pas. Et c'est là où je suis obligé de faire des retouches en disant: «Mince, si moi j'avais si je me mets dans la place de mon héros, de Lorenzo, dans cette situation-là, bah, ce que j'avais imaginé en 5 minutes en écrivant le synopsis, bah, ça colle pas». Du point de vue émotionnel, par exemple, ça peut pas fonctionner. Donc là, effectivement, je prends ma gomme et je refais et je change le destin de mon héros parce que je m'aperçois que le destin factice et un peu théorique que j'avais imaginé, ne colle pas. Et ça, je pense que c'est le c'est le destin de tous les héros quand ils sont, pris dans une situation forte émotionnellement, hein, où il y a vraiment quelque chose qui se passe, où, il faut vivre le moment et l'écrire sur le moment pour se rendre compte que ce qu'on avait pu imaginer ne fonctionne pas. Et selon vous, il y a combien de lectures possibles de ce livre? Alors, c'est pas selon moi, je l'ai calculé, très Oui, mais oui, exactement, Oui. j'imagine bien je que c'est pas. je l'ai calculé, ça a été assez complexe à calculer, mais je l'ai fait. Il y en a 1096. Ah oui. Alors, 1096, c'est un peu triché parce que dans les 1096, il y en a énormément qui vont se recouper et on va relire plusieurs fois les mêmes chapitres. Mais effectivement, il y a qu'une seule fin, en fait. Enfin, il y a 2 fins, mais il y a qu'une seule fin avec le mot «fin». Et donc, ce que tu disais Delphine tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un reset, effectivement, tu es revenu. Donc ça, je le compte comme un chemin possible, et donc il y en a plus de 1000. Mais Mm, globalement, mm, il y a mm. 5 ou 6 grandes histoires différentes, des destins différents. Mais comme à la fin d'un destin, hop, on peut rebrancher, rejouer la combinatoire. Donc il y a à peu près 1000 histoires. Alors j'ai pas fait exprès, et ça me plaît beaucoup parce que moi, ça résonne avec les contes des mille et une nuits et les 1000 histoires différentes. Voilà. Et est-ce que vous connaissez le nombre de lectures qui a été fait le plus de fois par un Ah seul non, lecteur ou pas non, non, encore? non, non, non. Ça, Alors, ça serait je, intéressant. je sais juste que le trajet minimum, je crois qu'on peut arriver au mot fin en lisant 17 chapitres. Donc, c'est le trajet le plus court, le plus Oui, direct. moi je suis 11 ou arrivée au 17, mot ouais. femme. Mm, mm. Ouais. Je suis Donc, 17 arrivée. chapitres. Mm. Donc, ça, c'est les personnes. Voilà, 17 chapitres. Et le plus long, je crois, de tête, c'est 80 et quelques. C'est-à-dire qu'on peut Ah oui. arriver, on se perd en chemin. Et 80 chapitres, ça veut dire qu'il y en a certains qu'on relit plusieurs fois, puisque dans le livre, il n'y a que 58 chapitres. Mais effectivement, Ah, on peut se perdre dans des resets, comme tu l'as dit, des reboots successifs et avoir l'impression de tourner en rond. Mais il y a un Ouais. moment donné où il y a une décision qu'on n'a pas prise parce qu'on ne voulait pas inconsciemment la prendre et qu'on se dit, bon, allez, tant pis, je vais là, et qui permet de résoudre le problème. Ouais. alors, je vais prendre la question de Nicolas. Est-ce que soudain la forme, le côté ludique de l'opération ne prend pas le pas sur le fait de raconter une histoire parce que Ouais. l'histoire devient une possibilité et finalement on a moins peur du côté irréductible d'un destin dans son aspect unique? Oui, alors c'était la crainte qu'on avait avec David, enfin la crainte, c'était que l'aspect ludique l'emporte effectivement sur l'histoire, et notamment la comparaison avec le livre dont vous êtes le héros, qui pouvait éloigner certains lecteurs de ce type de lecture, parce que le livre dont vous êtes le héros, c'est quand même très typé jeu et récit d'aventure, en fait, parcours initiatique. Ben après, c'est au lecteur de le dire, hein, moi, je l'ai conçu effectivement en faisant des chapitres longs, exactement à la même taille qu'en roman classique, hein, pour justement, si on le lit de façon continue et qu'on fait abstraction des décisions, ça se lit comme une histoire à part entière et qu'un roman à part entière. Donc j'espère que l'aspect ludique ne prendra pas le pas, ou du moins lors des premières fois, on peut s'amuser de cet aspect ludique-là et avoir envie de faire toutes les combinatoires, mais qu'après, l'histoire est suffisamment prenante pour s'y accrocher et pour maintenir le lecteur dans cette histoire-là. Donc, c'est pas à moi de répondre à cette question, ce sera aux lecteurs que je Mm, rencontrerai mm. en librairie. Je suis très impatient et très Oui. curieux de voir comment dire, leur retour de lecture qui vont être, j'espère, plus variés que les autres. Enfin, plus variés, non, parce que, oui, enfin, plus variés, ouais. Ça va être riche ça, parce que chacun on Ça va va être avoir riche, ouais. Ouais. une idée, on va pas vouloir Mm, la Ouais, mm. chercher. ouais. Et là, j'espère qu'on me dira pas, «Oh, la fin, dommage, j'ai bien aimé, sauf la fin». Voilà, je dis: Là, «Bah c'est oui, votre faute. c'est votre choix, c'est C'est votre votre choix». Voilà, faute, voilà. c'est votre Voilà. choix. Je refile le bébé dans les mains du C'est lecteur, ouais, ça. tout à fait. C'est ça qui vous a le plus amusé, jouer avec le lecteur ou jouer avec des structures narratives en fait? Ah, j'aime bien jouer, bah, c'est un peu les 2. J'aime bien jouer avec le lecteur de façon générale, puisque ça m'amuse de l'écrire et j'espère que cet amusement se lie en fait au moment
de la lecture, enfin, on se retrouve au moment de la lecture. Mais effectivement, il y a des moments assez jubilatoires où on piège le lecteur, en fait. Comme on disait tout à l'heure, on le piège dans le mauvais sens du terme, où on le force la main, par exemple, où on sent qu'il va être frustré, donc voilà. Mais dans d'autres cas, on le piège aussi avec une heureuse surprise quand enfin il va trouver la clé d'une énigme, où il va comprendre, par exemple, l'histoire du 10 en italique, pourquoi c'était en italique. Là, je pense qu'il va avoir de la reconnaissance, enfin, il va être content. Donc oui, c'est jouer avec les émotions du lecteur, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas le livre dont vous êtes le héros, c'est le livre dont Pierre Rofast est le maître du jeu, surtout. Ah oui, alors oui, tout à fait, ouais, exact, ouais, tout à fait. C'est ça. Les gens qui ont fait des jeux de rôle, en fait, il y a une grande distinction. Le maître du jeu a un rôle très important, puisque c'est lui qui va guider les joueurs en fonction de ce qu'il ressent, ce qu'il entend, vers le chemin qui les correspond le mieux. Donc là, effectivement, ouais, tout à fait. Maître du jeu, c'est un bon qualificatif. Oui, ça vous va très, C'est très, bien. très bien. Très bien. Et est-ce que vous pensez que tout est écrit? Non, Tout est toujours écrit. non, bien sûr Non. que non, non, non. Heureusement. Non. Et vous, vous Alors, êtes un grand joueur ou pas? Vous êtes un joueur? oui, 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 moi je joue beaucoup aux jeux de société. Ouais. Aux jeux de société, et de façon générale, jouer avec, ouais, être joueur, je pense, c'est un état d'esprit aussi. Hein. On met du jeu partout où on le peut, dans chaque circonstance. Ouais. Et plutôt des jeux de stratégie? Est-ce que vous jouiez à Donjons et Dragons, qui est quand même Non, 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 très peu. Non, non, j'ai joué rôle? quand j'étais gamin une ou deux fois, mais non, non, c'est trop chronophage pour moi. C'est assez dangereux. Je voyais les gens qui faisaient que ça toute la journée. Ah non, ça m'a un peu éloigné. Non, non, des jeux de famille, Time's Up, Citadel, tout ce que vous voulez, des jeux, même jusqu'au Scrabble, des jeux assez classiques ou des jeux un peu. Voilà. Alors, Pierre, est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture? Oui, C'est un livre alors, que vous avez envie de mettre en avant. un livre qui est un grand classique, hein, il n'a pas été écrit hier, Boccace, le Décaméron. Alors pourquoi ce livre? Alors d'une part, c'est mon livre de chevet, donc il est très gros, 1000 pages. Il a énormément de petites histoires. Alors la structure, c'est pas une structure très compliquée, hein, ça raconte l'histoire de villageois qui s'isolent parce qu'il y a la peste. Donc ils se retrouvent sur les hauteurs d'une montagne et pour passer le temps, chacun son tour va raconter une petite histoire, une petite anecdote. Donc ce sont des chapitres très courts, mais d'une très grande inventivité, qui est vraiment une source d'inspiration. Si vous cherchez des anecdotes, si vous cherchez des situations dramatiques, vous cherchez des situations humoristiques, dans ce livre, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Et ça peut se lire, on prend une page au hasard, on lit un petit chapitre. C'est un peu le Père Castor pour les adultes, quoi. Vous voyez, quand on va voir ses enfants au lit et qu'on prend un livre au hasard, on leur raconte un petit conte, une petite nouvelle. Là, c'est exactement pareil. Vous prenez n'importe quelle page, vous lisez, c'est indépendant. Et c'est des thèmes souvent grivois, parce qu'à l'époque, les gens parlaient toujours d'histoires d'hommes, de femmes, etc. Donc, c'est vraiment très chouette. Vous l'avez lu, Delphine, ou pas? Non, du tout, mais je vais sur les conseils de Pierre, Ouais. m'y atteler pour l'été, après mes autres versions des embrouillamini. Oui, c'est ça. On va compter le nombre de fois où on a lu les embrouillamini. Et on va voir Exactement. après. En tout cas, je remettrai donc la référence de votre conseil lecture sous la vidéo. Je voudrais juste remercier Delphine Cambet de la librairie Abbé à Lunel d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir si bien animé cette rencontre. Allez voir Delphine, c'est une très très bonne libraire. Elle sera de très bons conseils et puis elle vous parlera encore mieux des embrouillamini. Merci Pierre d'avoir été là avec nous ce soir. Donc on rappelle que votre livre Les embrouillamini est sorti aux éditions Aux Forges de Vulcain. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition, allez-y. On avait reçu d'ailleurs votre éditeur l'année dernière. C'est une très belle maison d'édition. C'est pas par hasard que Pierre Rofast est au catalogue parce qu'il y a aussi Luc Reinhardt, on a dit L'Homme D, ce fabuleux livre. Donc voilà, on vous souhaite le même succès que lui, le même avenir que lui aussi. Je vous souhaite à tous les deux une belle soirée et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.